On disait que le procès serait équitable, mais dès l'instant où elle entra dans le palais de justice, la poussière sur sa robe et personne à ses côtés, il fut évident pour tous que la justice avait déjà quitté la ville. Le saloon se vida tôt ce jour-là. Même les joueurs de cartes posèrent leur mise pour se diriger vers le tribunal, attirés par l'odeur du scandale et la promesse d'un spectacle. Une femme jugée pour meurtre, une domestique, silencieuse, pauvre, seule. Ce n'était pas le crime qui les attirait, mais ce qu'elle était, ou plutôt ce qu'elle n'était pas. Elle n'avait ni mari pour parler en son nom, ni père pour défendre sa réputation. Elle n'avait même pas un nom dont on se souvenait vraiment. Les gens l'appelaient simplement la fille de chez le maire, ou celle qui ne scie pas assez. Elle travaillait chez le maire Édouard Tremblay, un homme aussi riche que cruel. Et maintenant, il était mort, empoisonné, disait-on. Et elle était la seule personne restée dans la pièce quand il avait rendu l'âme. Elle ne pleura pas quand on la traîna hors de cette grande maison, enchaînée. Elle ne supplia, ni ne cria, ni ne protesta de son innocence. Elle baissa les yeux, marcha droit, et les laissa la cracher dessus et maudire son nom. Maintenant, elle était assise sur le banc à côté d'un poêle en fonte rouillée, les mains croisées, les cheveux tirés en un chignon serré qui révélait les ecchymoses encore visibles sous sa mâchoire. Le procureur arpentait la pièce comme un prêcheur en plein sermon enflammé, agitant une petite fiole à la main. « Ceci, cria-t-il, c'est de la belladone, l'herbe du diable. Une seule goutte peut tuer un homme dans son sommeil. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. » La foule siffla, murmura, hocha la tête. Personne ne demanda pourquoi la fiole avait été trouvée dans le tiroir du maire. Personne ne mentionna qu'il s'était affaibli pendant des mois avant cette nuit. Personne ne demanda ce qu'une domestique, qui n'avait même pas une paire de chaussures décentes, gagnerait à tuer le seul homme qui la payait. Le juge, un vieil ami du défunt, observait avec le détachement d'un homme qui équilibrait loyauté et devoir, penchant fortement vers la première. Son avocat commis d'office n'avait pas dit grand-chose de toute la matinée. Il s'essuya le front, s'éclaircit la gorge, puis se leva enfin. « Mesdames et messieurs les jurés, je ne crois pas qu'il y ait de véritables preuves. C'est tout, » l'interrompit le juge. « Vous pouvez vous rasseoir. » Quelques personnes gloussèrent, pas elle. Ses yeux parcoururent lentement la pièce, ne cherchant pas d'aide, juste observant la rapidité avec laquelle les gens devenaient cruels quand ils n'avaient rien à perdre. Une vieille femme de la boulangerie détourna le visage. Un garçon d'écurie qui lui souriait autrefois évitait maintenant son regard. Et le shérif, qui lui avait un jour demandé si elle avait besoin de protection contre son maître, se tenait maintenant près de la porte comme si elle était déjà coupable. Le jury ne délibéra pas ce jour-là. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde avait déjà sa version de la vérité, et aucune d'entre elles n'incluait la clémence. Alors que le marteau de bois frappait et que le juge prononçait un ajournement, avant la sentence, la femme fut conduite par le couloir arrière. Elle ne résista pas. Mais de l'autre côté de la ville, dans l'ombre d'un saloon presque vide, un homme à la veste couverte de poussière et au revolver pesant sur la hanche était assis sans toucher à son verre. Il était là, depuis l'aube, et quand il entendit le coup de marteau résonner à travers les bâtiments en bois de Hollow Rock, roche creuse, il se leva. On appelait cela justice, mais cela ressemblait davantage à du théâtre. Un retour inattendu. Quand le procès reprit après une brève pause, les citadins retournèrent à leur siège avec une énergie renouvelée. Certains serraient des éventails, d'autres des encas, comme s'ils étaient de retour à l'opéra d'Abilène. Seulement, ce spectacle n'avait pas de musique, juste le lent déroulement d'une vie à laquelle personne n'avait accordé beaucoup d'importance jusqu'à présent. La femme fut ramenée dans la salle d'audience, les chaînes qui cliquetaient comme des carillons dans la tempête. Son visage était pâle, illisible. Elle ne parla pas. Elle n'avait pas parlé depuis son arrestation. Le procureur se pencha à nouveau, attisant les flammes. Il raconta des histoires d'une domestique amère, méprisée par un maître qui tolérait sa présence par charité chrétienne. Il la dépeignit comme jalouse, secrète, pleine de ressentiment. Le genre de femme qui semblait toujours écouter mais ne disait jamais un mot. Elle n'a même pas pleuré à la mort du maire, dit-il, sa voix montant.
Quel genre de femme ne pleure pas quand son employeur meurt dans ses bras? Quelqu'un au fond murmura « Une coupable ». Personne ne remit en question comment une femme qui gagnait 10 francs par semaine pouvait s'offrir du poison. Personne ne demanda pourquoi le testament du maire Tremblay avait été hâtivement réécrit la semaine précédente, ne laissant rien à ses fils éloignés, et tout à un mystérieux bienfaiteur dont le nom n'avait pas encore été divulgué. L'avocat de la défense commis d'office ne dit rien de tout cela. C'était un homme qui accordait plus de valeur à sa place dans la ville qu'à la vérité. Sa voix, quand elle se fit entendre, était apologétique, presque embarrassée. « Il n'y a pas de preuves directes, offrit-il à peine audible. Peut-être devrions-nous considérer, eh bien, ça pourrait être une erreur. Peut-être était-ce un problème cardiaque. Asseyez-vous, maître Leblanc, coupa le juge. Nous avons eu assez de spéculations. La jeune femme ne tressaillit pas. Elle s'était habituée au silence. Quand elle avait 8 ans, sa mère mourut en couche et son père sombra dans l'alcoolisme avant qu'elle n'ait 12 ans. Après cela, la vie lui apprit à disparaître, marcher sans bruit, parler moins, sourire seulement quand on s'y attendait. Elle avait vécu dans 5 maisons avant d'échouer dans le manoir du maire Tremblay, chacune plus cruelle que la précédente. Et Tremblay ne faisait pas exception. Sa gentillesse était un poison masqué par la bienséance. Il l'appelait « la petite », peu importe le nombre d'anniversaires passés. Ses mains s'attardaient là où elles ne devaient pas. Il la frappa une fois pour avoir cassé une assiette en porcelaine, puis la paya plus le lendemain. Il disait que c'était pour ses ennuis. En privé, il était dangereux. En public, il était un pilier. Cela faisait d'elle la menteuse. Elle avait envisagé de fuir, une fois. Mais fuir où? Qui la recueillerait? Quel homme croirait un mot de ce qu'elle disait sur le maire Édouard Tremblay? Rien de tout cela n'importait plus. Le juge s'éclaircit la gorge et regarda la salle d'audience avec les yeux fatigués d'un homme qui voulait juste rentrer chez lui. À moins qu'il n'y ait de derniers témoins, commença-t-il. La salle d'audience se tut, les portes grinçaient. Personne n'entra, pas encore. Le juge hocha la tête. Alors ce tribunal déclare l'accusé. Avant qu'il ne puisse finir, quelqu'un fit irruption par les portes du palais de justice, haletant. C'était le jeune garçon d'écurie de la ville. Son chapeau était manquant, sa chemise trempée de sueur. Il trébucha, serrant quelque chose à la main. « J'ai trouvé ça !» cria-t-il, brandissant une lettre froissée. « C'est du maire. Je l'ai trouvé dans le tiroir de son bureau, glissé derrière la doublure. » Des halètements emplirent la pièce. Le juge fit signe au huissier d'avancer. La lettre fut saisie et remise. La salle d'audience retint son souffle. Le juge lut en silence. Puis il referma la lettre, la posa lentement et jeta un coup d'œil au jury. « Cela ne change rien, » dit-il froidement. « La lettre n'est ni signée ni vérifiée. Nous procédons. » Et juste comme ça, l'espoir s'évanouit. La jeune femme ne leva pas les yeux. Elle avait appris il y a longtemps que la vérité n'était pas la bienvenue dans certaines pièces. Et celle-ci en était une, l'ombre de Cole Maddox. La salle d'audience se vida alors que le crépuscule s'installait sur Hollow Rock. Le procès fut ajourné pour la nuit, mais personne ne s'attendait à des surprises le lendemain matin. La jeune femme, toujours sans nom pour la plupart, serait déclarée coupable, condamnée et oubliée. La ville était déjà passée au souper et au ragot. Elle fut ramenée dans une étroite cellule de détention derrière le bureau du shérif. La couchette sentait le moisi, les murs étaient de pierre froide et la seule fenêtre était une petite fente au-dessus du niveau des yeux, à peine suffisante pour voir le ciel. Pourtant, elle resta assise droite, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Personne ne vint la voir, personne ne lui apporta de nourriture. Même le shérif, qui lui avait un jour ôté son chapeau en ville, évitait son regard maintenant. Son adjoint, jeune, aux cheveux roux, encore inexpérimenté, la regardait de loin comme si elle était un animal en cage qui pourrait attaquer à tout moment. Elle n'attaqua pas, elle ne parla pas, elle attendit juste. En ville, les conversations se poursuivaient sans elle. Au saloon, autour du whisky et des rires, les habitués répétaient les mots du procureur avec certitude. À l'église, ils priaient pour la justice, bien que personne ne sût vraiment si cela signifiait punition ou miséricorde.
Et à la maison Tremblay, les fils du maire se réunissaient pour discuter de leur héritage. Personne ne parla en son nom. Ni la femme de chambre qui avait vu les ecchymoses, ni le cuisinier qui avait entendu les disputes, ni le médecin qui avait traité le cœur défaillant de Tremblay, mais était resté silencieux quand on lui avait demandé de témoigner. Personne. Ils avaient tous quelque chose à perdre. Ou du moins, c'est ce qu'ils se disaient. Leur emploi, leur paix, leur place dans une ville qui récompensait le silence plus que la vérité. Mais la jeune femme n'avait plus rien à perdre. Et ainsi, elle resta tranquillement assise dans cette cellule, se souvenant de chaque nuit où elle s'était couchée affamée pendant que le maire dînait avec des invités. Chaque matin où elle avait frotté le sol pour se faire dire qu'elle avait manqué un endroit. Chaque fois qu'elle avait tressailli au son des pas derrière elle, trop effrayée pour se retourner. Elle avait accepté que cette ville ne se souviendrait jamais de sa gentillesse, seulement de la rumeur de son crime. Et puis, juste avant minuit, la porte du bureau du shérif grinça. Des bottes, lourdes, délibérées. L'adjoint se leva, la main sur son étui. Une silhouette entra, veste poussiéreuse, chapeau à bord bas, revolver posé nonchalamment sur sa hanche. « Je peux vous aider ?» demanda l'adjoint, la voix brisée. L'homme ne répondit pas. Il marcha jusqu'à la cellule et s'arrêta à quelques pas. Elle leva les yeux pour la première fois. Ses yeux se plissèrent. La reconnaissance scintilla, mais seulement une seconde. Il inclina son chapeau. « Bonsoir », dit-il, la voix comme du gravier trempé dans le whisky. « Je ne m'attendais pas à vous trouver derrière les barreaux. » Elle ne dit rien. « Je suis venu pour des réponses », ajouta-t-il. « Mais il semble que je sois venu pour quelque chose de plus. » L'adjoint s'éclaircit la gorge nerveusement. « Monsieur, les heures de visite sont… » L'homme tourna la tête. L'adjoint se figea. Le silence revint. Finalement, l'étranger la regarda à nouveau et parla doucement. « Je serai au saloon demain matin. Si vous voulez sortir de là, je vous suggère d'attendre. » Puis il se retourna et partit, la porte se balançant derrière lui. La jeune femme ne dormit pas cette nuit-là, non pas parce qu'elle craignait ce qui allait arriver, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un était entré dans son silence et y était resté un moment. Le retour du chasseur de primes. Au lever du soleil, des murmures commencèrent à flotter sur Hollow Rock comme la brume matinale. « Il est de retour », murmura le barman en essuyant le même verre 3 fois. « Je ne pensais plus jamais revoir ce sale type. »« Qui ?» demanda le pianiste, bien que ses mains se fussent figées au-dessus des touches. Le barman se pencha et baissa la voix. « Cole Maddox ». Ce nom fit frissonner le saloon. Cole Maddox n'était pas qu'un homme, c'était une légende, le genre de personnage dont les mères mettaient en garde leurs garçons lorsqu'ils pensaient à rejoindre des groupes de justiciers ou à chasser des hors-la-loi. Il avait été le tireur le plus rapide à l'ouest des Black Hills, collines noires, un chasseur de primes, un vagabond, une ombre. Mais il avait disparu il y a des années. Certains disaient qu'il était mort, d'autres qu'il était devenu fou. Quelques-uns juraient l'avoir vu chevaucher dans une tempête et disparaître comme de la fumée. Mais maintenant, il était de retour, et il était assis dans le coin du saloon, son chapeau bas, buvant une seule tasse de café qui était devenue froide depuis longtemps. Les citadins gardaient leur distance. Même le shérif, en passant, fit semblant de ne pas remarquer le revolver aux côtés de Cole, ou la façon dont ses yeux observaient tout sans jamais bouger. Personne n'approcha. Personne n'osa, sauf le vieux pianiste. Il s'avança vers le coin, les mains tremblantes juste assez pour trahir sa nervosité. « Vous êtes là pour elle ?» demanda-t-il, la voix à peine un murmure. Cole ne leva pas les yeux. « Je suis ici parce que j'ai une dette. » Le pianiste hocha la tête, bien qu'il ne comprît pas. « Les gens disent qu'elle l'a fait. Les gens disent beaucoup de choses, » répondit Cole, calme et bas. « Elle n'a pas dit un mot pour sa propre défense. C'est parce que personne n'a jamais écouté quand elle le faisait. » Le vieil homme regarda autour de lui comme s'il craignait qui pourrait écouter maintenant. « Vous comptez parler pour elle ?» Cole leva enfin les yeux, froid, clair, sûr. « Je compte faire en sorte que cette ville se souvienne de ce qui se passe quand elle oublie ce qu'elle était. » De retour au bureau du shérif, la jeune femme se tenait près de la fenêtre à barreaux, les bras croisés. On ne lui avait rien dit de l'étranger qui était venu dans la nuit, mais elle se souvenait de sa voix,
de son silence et de quelque chose de plus profond, quelque chose comme l'écho d'une vie qu'elle aurait pu avoir si les choses avaient été différentes. Elle se souvint d'un nom, pas son nom, pas encore, mais un nom qu'elle avait entendu une fois, il y a longtemps, à travers les murs du bureau du maire Tremblay. « Cole Maddox est un mal nécessaire », avait grogné le maire. « Il tue, mais il ne vole pas. Il protège, mais seulement s'il est payé en sang. » Ce nom était resté dans les recoins de son esprit depuis lors. Le nom de l'homme que Tremblay avait un jour engagé pour effrayer un rival. Un homme qui avait disparu après une nuit sanglante dont personne n'osait discuter. Un homme qui maintenant attendait, assis. Non loin du palais de justice, le tailleur de la ville tourna le panneau de sa porte sur fermé. À la boulangerie, le propriétaire brûla les pains du matin, distrait par ce qu'il voyait dehors. Un étranger en manteau sombre marchant vers la place. Au saloon, le barman versa un autre verre d'une main tremblante. La ville avait prononcé sa culpabilité avant même qu'un verdict ne fût lu. Mais maintenant, un nom qu'ils avaient enfoui profondément était revenu à la vie, et il portait son propre jugement. La vérité inavouée. Le soleil montait, mais l'agitation habituelle de Hollow Rock ralentissait jusqu'à un rythme prudent. Le saloon aurait dû être animé à la mi-journée, rempli de bavardages et de verres qui s'entrechoquaient. Au lieu de cela, il était plongé dans un étrange silence, comme si toute la ville retenait son souffle. Seules les portes battantes grinçaient alors que les gens jetaient un coup d'œil, observaient l'homme dans le coin et choisissaient de partir discrètement. Cole Maddox n'avait pas bougé depuis l'aube. Il était assis dans la dernière banquette, son chapeau ombrageant son visage, les mains posées sur la table, proche, mais pas trop, du revolver à sa ceinture. Il n'avait pas commandé d'autres boissons. Il n'avait pas mangé. Il attendait juste. Le piano resta silencieux. Le barman polissait des verres qui n'avaient pas besoin de l'être. De temps en temps, quelqu'un entrait, curieux, courageux ou stupide, et s'arrêtait net à sa vue. Quelques-uns murmuraient son nom, seulement pour être réduits au silence par un regard de ceux qui se souvenaient de ce dont il était capable. À midi, le shérif lui-même entra. Il marchait lentement, les épaules raides sous son insigne, essayant de donner l'impression que la loi avait encore du poids. « Maddox » dit-il en hochant la tête. Cole ne répondit pas. « Vous êtes de passage » Silence. Le shérif s'éclaircit la gorge. « Nous ne voulons pas d'ennui. »« Alors arrêtez d'en créer » répondit Cole, d'une voix basse et égale. Le shérif bougea. « Si c'est à propos de la jeune femme, c'est le cas. Elle a été jugée équitablement. » Cole leva les yeux perçants. « Rien n'est juste dans cette ville, encore moins ce tribunal. » Le shérif ouvrit la bouche puis la referma. Ce n'était pas un homme cruel, juste fatigué, usé par des années à détourner le regard. Et Cole Maddox n'était pas le genre de fantôme avec lequel on discutait. « Je ne suis pas ici pour enfreindre votre loi, » dit Cole, la voix comme de l'acier tiré lentement. « Juste pour la lui rappeler. » Le shérif hocha la tête une seule fois et sortit, la tension le suivant comme de la fumée. Dans sa cellule, la jeune femme était assise sur sa couchette, la tête baissée. Elle entendait les murmures à travers les murs, la façon dont les voix tremblaient quand elle prononçait son nom. Elle se souvenait de la façon dont Tremblay parlait de Cole Maddox, comme d'une arme qu'il avait possédée, mais dont il avait perdu le contrôle. Elle se souvenait d'une nuit, il y a des années, où Tremblay lui avait crié dessus pour avoir posé trop de questions. Cole était dans la pièce, silencieux comme toujours. Après cela, les cris cessèrent pendant des semaines. Et puis un matin, Cole était parti. Maintenant, il était de nouveau là. La ville ne savait pas quoi faire de sa présence. Il était trop dangereux à provoquer, trop mystérieux pour qu'on lui fasse confiance, et trop silencieux pour qu'on l'ignore. Il ne faisait pas de menaces, il n'élevait pas la voix, mais quelque chose dans son immobilité dérangeait tout le monde. Même l'air semblait s'éloigner de lui. Alors que la cloche du palais de justice sonnait 1 heure, les portes du saloon s'ouvrirent en grand. La pièce se raidit. Cole se leva. Tous les regards le suivirent, tandis qu'il marchait lentement vers la porte, ses éperons faisant à peine un bruit sur le plancher de bois. Il s'arrêta une fois, juste avant de partir, puis se retourna pour faire face à la pièce. « Aujourd'hui, vous allez tous regarder une femme être pendue pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, dit-il.
et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Personne ne répondit. Il n'attendit pas de réponse. Il sortit, et derrière lui, un silence plus profond qu'un coup de feu s'installa sur Hollow Rock. Un témoignage écrasant. Le palais de justice se remplit tôt. Les hommes ôtèrent leurs chapeaux. Les femmes serrèrent leurs châles. Les enfants, entraînés par la curiosité, reçurent l'ordre de se taire et de regarder. Le procès avait pris fin la veille. Il ne restait plus que la sentence. Le juge était assis haut sur son siège, ses robes impeccables, la voix déjà répétée. Il avait une Bible sur le banc, bien que tout le monde sût qu'elle n'avait pas été ouverte depuis des années. Le jury avait rendu son verdict de culpabilité avant le souper la nuit précédente, et maintenant la ville attendait la confirmation formelle d'un destin qu'ils avaient déjà accepté. La jeune femme fut introduite, toujours enchaînée, toujours silencieuse. Elle portait la même robe simple que le jour de son arrestation. Elle pendait lâchement sur ses épaules maintenant. Ses joues étaient creuses, ses yeux assombris par les nuits sans sommeil. Elle ressemblait moins à une criminelle qu'à une ombre essayant de se souvenir ce que signifiait être vue. On lui dit de se lever. Elle le fit. « Avez-vous un dernier mot ?» demanda le juge, plus par procédure que par réelle préoccupation. Elle secoua la tête. Puis le juge commença la sentence. Ses mots étaient lourds et ornés, pleins de poids juridique et de références bibliques, comme si la poésie pouvait masquer la laideur qu'elle recouvrait. Il parla de justice, de la sainteté de la vie, de la façon dont ce tribunal ne prend aucun plaisir à de telles décisions. Et puis la porte s'ouvrit. Le lourd grincement attira tous les regards dans la pièce. Des bruits de pas suivirent, lents, délibérés, résonnant à travers la chambre en bois comme un lointain coup de tonnerre. Cole Maddox entra. Le juge s'arrêta au milieu de sa phrase. Le shérif se leva à moitié, puis se rassit. La jeune femme ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin, elle savait. Cole marcha droit dans l'allée centrale. Personne n'osa l'arrêter. Personne ne murmura même son nom. Il arriva à l'avant et se tint juste derrière elle. Le juge s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son rythme. Ce tribunal déclare l'accusé coupable. « C'est ma femme », dit Cole. Les mots tombèrent comme un marteau sur la pierre. Des halètements balayèrent la pièce. Un enfant gémit. Quelqu'un au fond murmura « Ce n'est pas possible ». Le juge plissa les yeux. « Qu'avez-vous dit ?» La voix de Cole resta égale, calme. « J'ai dit « C'est ma femme ». Vous interrompez les affaires officielles du tribunal. Je les corrige. » Le juge tenta d'affirmer son autorité. « Ceci est un tribunal, monsieur, pas un saloon pour raconter des histoires. »« Alors que la vérité parle, » dit Cole. Il plongea la main dans son manteau, lentement, avec précaution, et en sortit un papier plié. Certificat de mariage, déposé à Dust Creek, ruisseau de poussière, 3 villes plus loin, il y a 2 ans. Le shérif, pâle et en sueur, s'avança et prit le document. Il le lut 1 fois, puis 2 fois. Il regarda la jeune femme. Elle ne montra aucune émotion, seulement cligna des yeux. Le juge ricana. Même si c'est vrai, et j'en doute, cela n'a aucune incidence sur sa culpabilité. Cela a une incidence sur la raison pour laquelle elle a été laissée seule, répondit Cole. Pourquoi personne ne s'est tenu à ses côtés? Parce que personne ne le savait. Il se tourna vers la foule. Vous l'avez regardé souffrir, et vous n'avez rien fait. Personne ne soutint son regard. Le juge, décontenancé, frappa le marteau 1 fois. C'est très irrégulier. Cole s'approcha de la jeune femme et dit doucement « Vous n'êtes plus seule. » Et pour la première fois de tout le procès, ses mains tremblèrent. Elle ne pleurait pas, mais quelque chose s'était fissuré dans son immobilité. Pas brisé, juste ouvert, le poids de la vérité. Pendant plusieurs secondes, toute la salle d'audience resta immobile. Le marteau de juge reposait de travers sur le banc du juge, inutilisé depuis que Cole Maddox avait parlé. Le shérif tenait le certificat de mariage comme s'il allait prendre feu dans ses mains. Et le jury, si ferme dans son jugement quelques heures auparavant, regardait maintenant la femme comme s'il la voyait pour la toute première fois. Elle resta silencieuse, mais son immobilité avait changé. Non plus le silence d'une femme abandonnée, mais maintenant le silence d'une femme sous protection. Le juge se pencha en avant, essayant de reprendre le contrôle.
Même si ce mariage est valide, cela ne l'absout pas du meurtre. Ce procès est une question de justice, pas de romance. Cole fit un pas en avant. Juste un, c'était suffisant. Je ne suis pas ici pour la romance, dit-il. Je suis ici parce que vous avez menti, vous tous. Des murmures ondulèrent sur les bancs. Elle a supplié qu'on l'aide avant la mort du maire, dit Cole. J'étais là, je l'ai entendu, j'ai vu les bleus, j'ai vu comment il la faisait travailler malgré la fièvre, malgré les blessures. Je suis parti parce que je ne pouvais pas tuer un homme pour quelque chose que la loi aurait dû empêcher. Il regarda autour de lui, la voix basse et tranchante. Mais vous ne l'avez jamais empêché. Vous avez regardé, vous avez colporté des ragots. Et maintenant, vous vous dites juste. Le visage du juge devint rouge. Vous n'êtes pas un officier de ce tribunal. Vous n'avez aucune autorité ici. Je n'ai pas besoin d'autorité, répondit Cole. J'ai la vérité. Il se tourna vers le shérif. Vous vous souvenez de cette coupure sur sa lèvre. Vous l'avez vue. Vous avez demandé si elle voulait porter plainte. Le shérif déglutit difficilement et hocha lentement la tête. Elle a dit non. Elle a dit que ça ne ferait qu'empirer les choses. Elle avait raison, ajouta Cole, parce que ça a empiré. Le juge tenta à nouveau d'interrompre, mais cette fois Cole parla le premier. Je ne suis pas revenu pour la sauver, mais pour vous rappeler ce que vous avez enfoui. Il sortit un autre papier de son manteau, un vieux rapport médical signé par le médecin de la ville. Les ecchymoses, la côte cassée, l'hémorragie interne 1 an plus tôt, plus de halètement. Le document passa de main en main, atteignant finalement le juge qui le lut en silence. Elle n'était pas en colère, dit Cole. Elle survivait. Il se tourna vers elle alors. Pas la ville, pas le tribunal, juste elle. Tu voulais tellement disparaître que tu as oublié que tu comptais. Elle leva les yeux, ses yeux se posant dans les siens. Je suis parti parce que je pensais qu'il valait mieux disparaître que de rester et de tout brûler. J'avais tort. La salle d'audience retint son souffle, puis une voix s'éleva du fond, mince, tremblante. « J'ai vu le maire la frapper », dit la femme du boulanger. Les têtes se tournèrent. « Il la faisait s'agenouiller pendant qu'il buvait », ajouta-t-elle, pleurant maintenant. « Je n'ai jamais rien dit. » Puis la femme de chambre se leva. Elle nettoyait son pot de chambre quand elle avait de la fièvre. Je l'ai supplié de la laisser se reposer. Il a ri. Puis le vieux pianiste parla. « J'ai vu les ecchymoses sur ses bras il y a 2 ans. Je pensais que ce n'était pas ma place. » La salle d'audience s'agita. Les murmures de culpabilité et de honte devinrent plus forts que n'importe quel coup de marteau ne pourrait les faire taire. Le juge se rassit, l'expression creuse. La vérité était plus lourde que la sentence qu'il était sur le point de prononcer. Cole n'eut pas besoin de dire un autre mot. Il avait déjà gagné. Non par la violence, mais par le silence enfin brisé. Un nouveau chemin. Le palais de justice se vida lentement. Aucun verdict ne fut lu ce jour-là. Aucune sentence prononcée. Au lieu de cela, le juge, autrefois si fier dans sa posture, se leva et annonça un ajournement en attendant un examen plus approfondi de nouvelles preuves et de témoignages de témoins. Sa voix se brisa en le disant, comme s'il ne croyait plus au tribunal qu'il commandait. La jeune femme fut ramenée dans sa cellule, mais cette fois sans entrave. L'adjoint qui la conduisit garda la tête baissée, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit la porte de fer. Elle ne posa pas de questions. Elle s'assit simplement, silencieusement. De l'autre côté de la ville, Cole Maddox se tenait au bord de la place, regardant au loin. Il ne retourna pas au saloon. Il ne chercha ni repas, ni lit. Il attendit. Et pendant qu'il attendait, des gens passaient, certains s'arrêtant, incertains s'il fallait le remercier, d'autres faisant semblant de ne pas le voir du tout. À la tombée de la nuit, le médecin arriva au bureau du shérif, un dossier à la main et la culpabilité écrite sur son visage. « J'ai menti par omission », confessa-t-il. « Je l'ai traité plus d'une fois, et je n'ai jamais déposé les dossiers appropriés. Je craignais la colère du maire plus que je ne craignais Dieu. » Le shérif, la voix plus basse que d'habitude, dit simplement « Vous n'êtes pas le seul ». Le lendemain matin, la ville était différente. Personne ne le dit à voix haute, mais le nom de Cole Maddox avait de nouveau du poids. Pas comme un hors-la-loi, pas comme un tueur, mais comme quelque chose de pire pour Hollow Rock, un miroir, un rappel de tout ce qu'ils avaient choisi de ne pas voir.
Cole était assis devant la prison, son chapeau bas sur les yeux, tandis que les gens passaient et murmuraient son nom, non pas avec peur, mais avec malaise. Ce n'était plus son arme qu'il craignait, c'était ce qu'il savait. À l'intérieur, la jeune femme resta immobile. Mais ses pensées s'emballaient. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait entendu le nom de Cole, murmuré par le maire lors d'une dispute avec un rival. « Je ramènerai Maddox si vous ne fermez pas votre bouche », avait dit Tremblay, comme s'il invoquait le diable. Plus tard, elle avait entendu le personnel parler de Cole avec révérence et peur. Un homme qui faisait ce qu'il fallait faire, mais pas à moins que ce ne fût juste. Un homme de main allouée, oui, mais un homme qui avait ses propres règles. Elle ne l'avait vu que quelques fois, alors, silencieux, observateur, un homme qui ne la regardait jamais comme si elle était invisible. Mais il avait disparu, juste comme ça. Maintenant, il était de retour, et la réclamait comme sa femme. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne savait même pas si c'était vrai. Mais une partie d'elle, la partie qui n'avait pas osé ressentir quoi que ce soit depuis des années, voulait croire que cela pouvait l'être. Qu'une personne, quelque part, l'avait vu bien avant le tribunal. La promesse d'un nouveau départ de retour dehors, le shérif s'approcha de Cole. « Le juge a demandé la réouverture du dossier, dit-il, avec des témoignages appropriés. Des témoins. » Cole ne bougea pas. « Trop peu, trop tard, peut-être, » dit le shérif. « Mais peut-être pas pour elle. » Cole leva les yeux. Le shérif hésita puis ajouta « Vous l'avez vraiment épousée ?» Cole haussa les épaules. « Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour certains d'entre nous. » Cole se leva. « Que la ville fasse ce qu'elle doit, mais assurez-vous qu'une fois que ce sera fait, elle sera libre. Et vous ? Je serai parti d'ici là. » Le shérif ne l'arrêta pas. Il se contenta de hocher la tête. Alors que Cole se retournait, une voix s'éleva derrière lui, petite mais ferme. Elle mérite plus que la liberté. Il se retourna. Le pianiste se tenait sur la place, vieux et courbé, mais les yeux clairs. Elle mérite une place, un nom, quelque chose qui dure plus longtemps que la honte. Cole inclina son chapeau. Alors, il est peut-être temps que Hollow Rock se souvienne de ce qu'elle était. La réouverture du procès fut annoncée par le tintement de la cloche de l'église, non par la loi, mais par la volonté du peuple. Aucun document officiel ne le déclara, aucune annonce publique ne le diffusa. Mais la ville vint quand même. Ils vinrent parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'avaient pas attendu, une vérité qui ne criait pas, ne menaçait pas, ne suppliait pas. Juste une vérité qui tenait bon et les regardait en retour avec des yeux creux et des poignets meurtris. Ils vinrent parce que la jeune femme ne semblait plus une étrangère. Elle semblait quelqu'un qu'ils avaient laissé tomber. L'église ouvrit ses portes parce que le palais de justice ne pouvait plus être de confiance. Les bancs se remplirent lentement. D'abord le boulanger et sa femme, puis la femme de chambre, ensuite le cuisinier, le pianiste, le garçon d'écurie. Chacun prenant sa place comme pour dire « Nous avions tort ». Cole Maddox ne s'assit pas. Il se tenait près du fond, les bras croisés, observant. Elle entra avec le shérif. Pas de chaîne cette fois, pas de tête baissée. Ses pas étaient encore prudents, mais son dos était droit. Et quand elle s'assit sur le banc des témoins, quelque chose changea. Elle parla. Pour la première fois depuis son arrestation. « Je ne l'ai pas tué », dit-elle. Sa voix était douce, mais elle tenait bon. « J'ai voulu, plusieurs fois, mais je ne l'ai pas fait. » Elle regarda autour de la pièce, non pas avec colère, mais avec une sorte de tristesse qui fit s'agiter les hommes adultes sur leur siège. « J'ai supplié qu'on m'aide. J'ai prié. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que cela me garderait en sécurité. » Elle se tourna vers le juge, maintenant assis sans robe, un homme comme les autres. Ça n'a pas été le cas. Un par un, les citadins s'avancèrent. La femme de chambre témoigna du tempérament du maire. Le cuisinier parla des longues nuits où la jeune femme était restée sans nourriture. Le garçon d'écurie confirma qu'il avait vu le maire la frapper, plus d'une fois. Même le juge, honteux de ce qu'il avait vu et permis, admit qu'il avait connu les rumeurs, mais n'avait jamais posé de questions. À la fin de la journée, le verdict ne fut pas lu à voix haute. Il n'y en avait pas besoin. La vérité était revenue, non pas avec fureur, mais avec foi. Dans la croyance que la rédemption, bien que lente, avait toujours sa place dans l'Ouest. Le chemin vers la clémence dehors, le soleil baissait.
Cole attendait à la sortie de la ville, son cheval sellé, son manteau drapé sur une épaule. Elle le trouva là. « Je ne me souviens pas de t'avoir épousé, dit-elle simplement. « Tu ne l'as pas fait ?» répondit-il. Elle cligna des yeux. « Les papiers sont réels, mais ils n'ont jamais été déposés. »« Et pourquoi les apporter ?»« Parce qu'ils me croiraient avant de te croire toi. » Elle l'étudia. « Alors, tu as menti pour moi ?»« Non, dit-il. J'ai menti avec toi. » Une brise attrapa l'ourlet de sa robe. « Tu peux rester, ajouta-t-il. Elle hésita. « Et être ta femme. Tu ne me dois rien, dit-il. Tu ne me dois absolument rien. » Il se tourna, prêt à monter. Mais elle l'arrêta d'un mot. « Attends. » Il fit une pause. « Je ne veux pas rester à Hollow Rock, dit-elle. Mais je ne veux plus marcher seule. » Il rencontra son regard. Et pour la première fois depuis des années, elle vit quelque chose dans les yeux d'un homme qui ne lui demandait rien, ne lui offrait qu'un endroit où se reposer. Elle fit un pas en avant. Il lui offrit la main. Et ensemble, ils tournèrent le dos à la ville qu'il avait autrefois appelée Rien. Ils ne chevauchèrent pas loin, juste assez loin pour que Hollow Rock s'estompe derrière eux, englouti par la poussière et le soleil couchant. Aucune destination prononcée, aucun plan tracé, juste deux âmes avançant, tranquillement, régulièrement, sans chaîne. Au crépuscule, ils s'arrêtèrent dans une auberge de bord de route juste au-delà de la crête. Une enseigne en bois grinçait au vent, les lettres estompées, mais toujours lisibles. Le repos de la Clémence. À l'intérieur, la taverne était presque vide. Une seule lanterne éclairait la pièce d'une lueur ambrée. Une vieille femme derrière le comptoir leva les yeux en les voyant entrer, les yeux vifs, puis s'adoucit en voyant le visage de la jeune femme. « La chambre est à vous, si vous la voulez, » dit la femme. Pas de question. Cole hocha la tête et paya. Ils s'assirent près du feu, pas proche, mais pas loin. Il commanda de la nourriture, rien de chic, juste un ragoût et du pain de maïs. Elle n'avait pas réalisé depuis combien de temps. Elle n'avait pas mangé un vrai repas, pas depuis avant l'arrestation, peut-être même pas avant ça. Elle resta assise, les mains croisées sur ses genoux, jusqu'à l'arrivée de la nourriture. Puis, lentement, elle tendit la main vers la cuillère. Cole ne la regardait pas, il se contentait de manger. Pas de mots, pas de questions, pas d'attente. Mais quand elle eut fini la moitié du bol, il jeta un coup d'œil. « Tu veux le reste ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, merci. » Il poussa son bol vers elle quand même. Elle hésita, puis prit une bouchée. Et dans ce petit geste, quelque chose de tacite passa entre eux. Une trêve, un commencement. Pas de l'amour, pas encore, peut-être jamais. Mais quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Elle posa la cuillère et se pencha en arrière. « Vous alliez vraiment partir après le procès ?» demanda-t-elle. « Oui. Pourquoi ?»« Parce que je ne pensais pas que tu voudrais un rappel de cet endroit. » Elle l'étudia à la lumière du feu. « Peut-être pas, mais je veux quelque chose à espérer. » Cole ne sourit pas. Il le faisait rarement. Mais ses yeux s'adoucirent. « Que veux-tu » demanda-t-il. Elle baissa les yeux vers ses mains, autrefois si fermes, maintenant tremblante, juste assez pour se sentir réelle. « Un endroit où je peux entrer sans entendre des chuchotis, » dit-elle. « Un nom que je peux prononcer sans honte. » Il hocha la tête. « Et une table, » ajouta-t-elle. Cela le fit s'arrêter. « Une table ? Une où quelqu'un me garde une place, où je n'ai pas à la gagner. » Cole tendit la main sur la table. Non pas pour la toucher, mais pour redresser la cuillère qui était de travers. « Alors nous construirons cela, » dit-il. Pas de promesses, pas de vœux, juste la vérité. La vieille femme derrière le comptoir leur apporta du thé sans qu'on le demande. Elle avait vu beaucoup de voyageurs passer, mais peu avec des yeux aussi fatigués et silencieux. Alors que le feu crépitait doucement, la jeune femme regarda par la fenêtre. Les étoiles étaient apparues. Elle n'était plus la domestique de personne. Elle n'était plus la fille sans nom. Elle était quelqu'un qui avait affronté le jugement seul et s'en était sorti avec quelqu'un qui la voyait, pas comme brisée, mais comme un nouveau départ. Et cette nuit-là, dans un endroit appelé le repos de la Clémence, deux âmes partagèrent une table construite non pas en bois, mais du silence, de la survie et de quelque chose qui pourrait un jour s'appeler amour. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est que quelqu'un lui dise «
tu n'es pas seul. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de savoir. Vous êtes-vous déjà senti invisible comme elle? Ou peut-être avez-vous eu quelqu'un comme Cole, quelqu'un qui vous a vu quand personne d'autre ne le faisait? Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer les histoires qui comptent. Votre voix a sa place ici. Nous vous attendrons dans la prochaine histoire.